BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Philippe Lamoureux, bonjour. Bonjour. Olivier Robichon, bonjour. Ça va, Fabien? Tout le monde vous connaît? Oh, j'espère. Directeur de la revue Prescription Santé. Exact. Philippe Lamoureux, donc vous êtes directeur général du LEM, les entreprises du médicament. Non. Vous avez fait l'ENA, promotion en 89, c'est du bicentenaire. Alors, Philippe Lamoureux, on va commencer par le dur. Expliquez-moi ce paradoxe. C'est une évidence, les gens vivent mieux, plus longtemps. Et c'est en grande partie grâce aux médicaments devenus plus efficaces, plus fiables, plus contrôlés, plus innovants, voire presque gratuits. Et pourtant, les Français sont suspicieux envers ceux qui les fabriquent, c'est-à-dire vous. Vous vous sentez quelle ingratitude? Vous vous sentez amer? Est-ce que vous vous sentez incompris? Non, mais je crois qu'il y a des raisons objectives qui expliquent cette situation. Je pense d'abord que nous sommes un secteur dans lequel il n'y a pas d'effet de marque. Vous êtes attaché à votre marque de voiture, vous êtes attaché à vos produits alimentaires. Le médicament, c'est quelque chose qui apparaît comme indistinct parce que le patient ne choisit pas, c'est le médecin qui prescrit. Je pense par ailleurs que nous sommes un secteur où les fake news se répandent facilement, où les connaissances ne sont pas stables, sont incertaines, le monde évolue, et ça prête le flanc à beaucoup d'interprétations. Je pense aussi qu'il faut que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités. Il y a des sujets sur lesquels nous sommes interpellés. Je vais prendre un exemple, toutes nos enquêtes le montrent, la question des ruptures d'approvisionnement, par exemple, est un sujet très sensible que nous devons traiter, que nous devons adresser. Après, on voit aussi, et peut-être que la crise de la Covid nous éclaire là-dessus, nous avons amené les produits de sédation, nous avons amené les solutions thérapeutiques, nous sommes en train d'amener les vaccins, et c'est l'occasion pour moi de rendre hommage aux 100 000 collaborateurs qui travaillent dans cette industrie, qui sont la deuxième ligne. Donc on a beaucoup parlé des soignants à juste titre, évidemment. Mais il faut toujours ne pas oublier que derrière, il y a la logistique, il y a les gens qui amènent les traitements, et ils ont fait un travail formidable pendant cette crise. C'est aussi... Olivier Robichon, cette image qui n'est pas celle que mérite l'industrie pharma. Non, clairement. Alors, on sait aussi qu'il y a eu quelques affaires, quelques scandales, que les gens... Comme dans tous les secteurs. Voilà, que les gens retiennent plus en mémoire ces points négatifs. Il y a aussi un phénomène qui n'est plus la réalité actuelle, mais pendant des années, c'est un secteur qui a voulu rester discret sinon même caché, c'est-à-dire que les labos ne communiquaient jamais. Aujourd'hui, ça a changé depuis une quinzaine d'années. D'ailleurs, l'ancêtre du LEM s'appelait le SNIP, Syndicat National de l'Industrie Pharmaceutique. On voyait des gens derrière des machines. Aujourd'hui, ça a changé. Mais c'est vrai qu'il y a un retard qui a été accumulé, qui est réel. Et puis peut-être qu'il y a une cible... Retard sur la communication, c'est oui, un petit peu quand même. Oui, tout à fait. Et puis il y a une cible qui n'a pas été assez, à mon avis, travaillée. On en a parlé ensemble, Fabien, parce que vous êtes directement concerné. C'est celle des médecins. Les premiers ambassadeurs de l'industrie pharmaceutique, ça devrait être les médecins. Et peut-être que la pharma a un peu de mal à gérer cette histoire de lien d'intérêt. Je ne vais pas vous contredire. Voilà, alors, lien d'intérêt ou conflit d'intérêt. Philippe, donnez-nous quelques exemples de révolution thérapeutique, qui va d'ailleurs s'accélérer. Je pense qu'on est à l'aube d'une révolution thérapeutique sans précédent. On le voit avec ces vaccins à ARN messager sur la Covid, mais on sait que demain, avec les thérapies géniques, avec les thérapies cellulaires, avec les immunothérapies, nous allons avoir des révolutions thérapeutiques majeures dans le domaine des maladies infectieuses, dans le domaine du cancer, ou encore dans le domaine des maladies orphelines. Est-ce que notre système de santé est prêt à les absorber? Pour être très clair, est-ce que notre système de santé a anticipé le coût que représenteraient ces innovations-là, qui vont être véritablement fantastiques, hein? Alors c'est une bonne question. Je crois qu'il va falloir que notre système de santé évolue et anticipe mieux l'arrivée de ces produits. Ça veut dire qu'il va falloir les dépister, les détecter plus tôt. C'est ce que nous appelons dans notre jargon, l'horizon scanning. Et il va falloir imaginer des mécanismes de financement innovants pour faire face aux défis que vont poser ces maladies et ces traitements, puisque ce sont des traitements dont on verra les effets à 30 ans, à 60 ans, quand la maladie génétique ne se déclarera pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les outils dont nous disposons sont un petit peu rustiques pour traiter ce genre de produits innovants. Certains pays ont mis en place excusez-moi Fabien, pays ont mis en place des systèmes plus fréquemment que chez nous, comme des payés ou satisfaits, insatisfaits ou remboursés. Ça existe aussi sur le médicament en Suisse, en Allemagne parfois. Et les Anglais, nos petits camarades anglais, qui en ce moment sont un peu isolés, mais nos petits camarades anglais, eux, ont mis ce scanning très en avant et anticipent très largement l'arrivée des médicaments sur le marché. C'est un avantage que nous n'avons pas. Ou des fonds de financement. Ou des fonds de financement pluriannuels, ce qui existe dans d'autres pays. Tout à fait. Philippe Lamoureux, l'année 2020, ça a été l'année du vaccin, l'année qui vous a mis, entre autres, devant de la scène, l'année qui a montré que vous étiez capable de faire des prouesses. Qu'est-ce qui vous a boosté? Est-ce que c'est les nouvelles technologies? Est-ce que ce sont les énormes financements qui ont été alloués? Est-ce que votre capacité d'adaptation? Ou aussi la solidarité, la communion entre différents labos? Je crois que c'est un peu tout ça. La crise de la Covid nous a mis devant un défi que nous n'avions jamais rencontré. Et effectivement,
ça a amené l'ensemble de cette industrie à travailler sur pratiquement un sujet majeur. 300 essais cliniques ont été lancés simultanément et on a vu effectivement une vraie coopération publique-privée se mettre en place avec des financements publics, c'est vrai, qui ont permis d'accélérer la recherche. Donc tout le monde a travaillé dans le même sens et c'est probablement une première pour ce secteur. Parce que quand on disait que faire un vaccin, ça prenait 12 ans, maintenant ça a pris 6 mois, est-ce que c'est grâce à tout ça ? C'est en partie grâce à tout ça. C'est aussi en partie grâce à l'accélération des processus administratifs. On a autorisé les essais cliniques beaucoup plus vite. On a mené plusieurs étapes en simultané tout en ayant au cœur des préoccupations. Préoccupation première, la sécurité des patients. Et puis, il faut dire, sur les vaccins de nouvelle génération, l'ARN messager, on présente ça comme des nouveautés qui font parfois un peu peur, d'ailleurs, à nos amis anti-vaccins qui nous disent oh, « attention, on ne connaît pas, on ne sait pas où on va ». En réalité, c'est une technique sur laquelle les laboratoires travaillent depuis des années, et pas seulement dans la vaccination, aussi en oncologie. Donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé la semaine dernière ou l'année dernière chez Moderna. Messager, etc. Bien sûr. Il faut arrêter. Et encore une fois, c'est ce qu'on se disait il y a quelque temps, on n'a pas été trop vite, on a été très vite parce que le contexte l'a permis, et notamment les financements, comme le disait Philippe Lamoureux. Alors, on parle beaucoup d'indépendance sanitaire en France. Est-ce que c'est une utopie ? Alors, moi, je n'aime pas beaucoup le terme d'indépendance sanitaire. Je préfère le terme d'autonomie stratégique. Ça fait des années que nous attirons l'attention de tout le monde sur le fait que la France, petit à petit, et l'Europe, sont en train de s'installer dans une situation de dépendance pour leur approvisionnement en matières premières, en principes actifs et en médicaments matures. Pour des raisons plutôt simples, non ? Le coût, peut-être, pour des raisons simples, oui, le coût, mais aussi le fait que les marchés émergents sont en Asie, la croissance économique se fait en Asie, et donc il y a beaucoup de raisons qui militaient pour ça. Et en réalité, on a constaté pendant cette crise de la Covid que cette dépendance existait. Nous en avons besoin. Je crois qu'il faut être très clair. Il ne s'agit pas de critiquer la mondialisation. La mondialisation, elle nous a sauvés parce que nous avons pu mobiliser les médicaments là où ils étaient pour les adresser aux patients là où ils se trouvaient. Par contre, effectivement, il faut rendre à l'Europe une certaine capacité d'autonomie, ce qui veut dire... Donc un juste milieu. Juste milieu, non pas réindustrialiser, parce que l'Europe ne s'est pas désindustrialisée, mais relocaliser. Il y a un problème au-delà de cette autonomie, c'est que en France en tout cas, parce que là l'autonomie elle sera d'abord européenne beaucoup plus que française, faut pas rêver, mais la France elle a une spécificité et ça là-dessus Philippe Lamoureux a des chiffres qui sont intéressants. Les produits qui sont fabriqués en France ne sont pas les produits nouveaux, ces produits innovants dont on parle. On a un vrai déficit là-dessus, Philippe. Effectivement, en réalité, la politique industrielle, elle doit marcher sur deux jambes. C'est-à-dire qu'on doit avoir la capacité de fabriquer des produits matures, des produits anciens, pour lesquels nous sommes dépendants vis-à-vis de l'Asie notamment. Parce qu'on les a un peu laissés tomber, non ? Parce qu'on les a un peu laissés tomber, parce que les coûts de production sont importants et les prix sont extrêmement faibles, puisque ce sont des très très vieux produits. Donc économiquement, il y a eu un effet de délocalisation, mais il faut aussi être capable d'attirer la production des nouvelles molécules sur le territoire. On a l'impression que depuis quelques mois, quelques années, il se passe des choses qui vont dans le bon sens. Vous avez vu qu'une partie des vaccins contre la Covid vont être fabriqués pour tout ou partie sur le territoire national. Il y a eu des investissements internationaux assez remarquables qui ont été annoncés ces derniers mois. Il est en train de se passer quelque chose, mais il faut entretenir cette dynamique, c'est très important. Alors, on a parlé de l'accès à l'innovation. Est-ce qu'on peut encore progresser sur ces accès à l'innovation ? Oui, on peut progresser. En France, on est toujours un petit peu particulier. Hein, on peut progresser, absolument. On est un peu plus lent que les autres. Un peu plus lent, Philippe, on est beaucoup plus lent. On a des chiffres là-dessus qui sont assez effrayants. Alors, je sais que Philippe, vous plaidez pour une amélioration. Vous voyez les choses positivement, mais enfin, on connaît des chiffres qui sont effrayants quand même. Les textes européens prévoient des délais de 180 jours entre la mise sur le marché et le prix d'un produit. L'Allemagne est à 130 jours, la France est à 560. Donc, nous sommes dans le dernier tiers européen, nous ne sommes pas compétitifs de ce point de vue. Et effectivement, nous avons, ce qui modère un peu ce qu'Olivier Robichon disait, des mécanismes d'accès précoce qui permettent quand même de ne pas priver les patients de l'accès à ces traitements, mais nous restons trop longs, nous restons insuffisamment efficients au plan administratif. Un espoir que ça change ? Nous y travaillons avec les pouvoirs publics. Il y a un conseil stratégique des industries de santé qui se réunit avec le gouvernement et qui y travaille, mais c'est un effort de longue haleine. Il y a un élément qui touche tout le monde, c'est la migraine. Il y a 3 antimigraineux qui sont lancés partout en Europe, validés par l'Agence européenne depuis 2018. Il n'y en a pas un seul encore en France.
Alors pour finir, le fameux PLFSS, c'est le plan de financement de la sécurité sociale qui, d'habitude, ampute très largement vos moyens. Il est peut-être un peu plus réaliste cette année ? Oui, on voit la marque d'optimisme et d'espoir quand même. Les conséquences du Covid, c'est-à-dire que chaque année, il faut savoir que cette loi de financement opère un prélèvement d'à peu près 1 milliard d'euros sur le secteur, qui vient frapper les produits matures et qui donc concourt à la désindustrialisation ou à l'affaiblissement de l'outil industriel. Cette année, cette enveloppe de baisse de prix diminue de 300 millions. Les industriels l'ont bien perçu. Il y a la baisse des impôts de production qui va là aussi permettre de réaligner la France sur ses concurrents européens. Il y a aussi le plan de relance où notre secteur a été considéré comme un secteur stratégique. Donc je le disais, les choses vont plutôt dans la bonne direction. On l'a senti en coulisses. Conclusion, 5 secondes. On l'a senti en coulisses quand Emmanuel Macron a été élu. Il y a une espèce de vent d'optimisme. Il a fallu attendre encore 2 ans. Mais honnêtement, cette année, je sais que Philippe doit se montrer mesuré. Cette année, il y a quand même eu un vrai signal d'envoyer. On espère que ça va se poursuivre les années suivantes. Et bien tant mieux. Merci Philippe Lamoureux, merci Olivier Robichon. Merci Très bonne année 2021. Comptez sur nous. Je compte sur vous, ça c'est sûr. Une bonne année de vaccination surtout. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour la 2e émission 2021.